Salut à tous et bienvenue sur Chronique Fantastique. Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de répondre à toutes les questions que l'on se pose après les 2 premiers épisodes d'Alien Earth. Évidemment, cette vidéo est full spoiler. Si vous n'avez pas encore vu la série, je vous invite à revenir quand ça sera fait. Allez, sans plus attendre, on se replonge dans cet enfer qu'est la Terre en 2120. C'est la grande question qui revient après le premier épisode. Que s'est-il réellement passé à bord du Maginot ? Ce que l'on sait, c'est que le vaisseau navigue depuis 65 ans pour collecter des créatures aux confins de l'univers. On sait également que l'incident a eu lieu bien avant le crash. Puis on passe à la scène du petit déjeuner. On comprend qu'il s'agit d'un passage de relais, une partie de l'équipe vient de se réveiller d'une phase d'hypersommeil, alors que les autres prennent un dernier repas avant de rejoindre leur module. Ce que l'on ressent, c'est un équipage qui n'est pas très soudé. Les mécanos suggèrent de se débarrasser de la cargaison pour économiser de l'énergie. Le dénommé Teng semble avoir des pulsions qu'il ne maîtrise pas. Still don't get it. Poor baby. Mr. Tang. Quant à Moreau, il représente un peu le H du Maginot. Les créatures sont les priorités de la mission. Pour nous aider à démêler tout ça, les scénaristes nous ont gratifié d'images subliminales. Certaines nous montrent les créatures en liberté, alors que d'autres nous donnent quelques pistes sur ce qui a bien pu se passer. Parmi elles, nous avons cette mini-scène qui nous montre Teng reluquer sa collègue, qui par ailleurs redoutait d'aller dormir, craignant ce gros pervers à juste titre. Puis on aperçoit Shibuzo qui étudie un facehugger. On a cette image d'un facehugger qui semble être sur le dos, probablement après une chute ou porté à bout de bras puissants. À partir de là, on peut tout imaginer. Par exemple, une dispute qui aurait mal tourné a pu éclater entre les mécanos et les scientifiques dans le labo. Autre possibilité, Feng aurait pu chercher à attaquer cette dame. Comment, je ne le sais pas, peut-être est-il lui aussi un cyborg suffisamment puissant pour maîtriser un facehugger. Parce que si on observe bien, il y a quand même pas mal de mystères qui entourent la jeune femme. Vers la fin de l'épisode, on voit Joe observer son module et on s'aperçoit qu'elle a toutes les caractéristiques d'une fécondation qui serait allée à son terme. Seulement, la vitre est intacte. On peut donc penser qu'elle aurait subi l'attaque du facehugger à son insu. D'ailleurs, on le retrouve dans le module juste à côté. Ça expliquerait aussi la façon dont Feng l'observe et touche la vitre au niveau de son abdomen. N'oublions pas également que le xénomorphe a toujours été une métaphore des abus sexuels, et ici ça ferait un parallèle glaçant. La suite, vous la connaissez. Enfin, parlons un peu de Moreau. On sait qu'il est prêt à tout pour sauver la cargaison, quitte à sacrifier sa collègue. D'ailleurs, il n'attend même pas la réponse de maman pour la condamner. Alors peut-être est-ce lui qui est impliqué dans tout ça. Lui aussi aurait pu mettre des choses en place avant son hypersommeil. Étant donné que la mission primait sur tout le reste, y compris la survie de l'équipage, il s'en est tout simplement débarrassé pour économiser de l'énergie. Peut-être même que l'élimination de l'équipage faisait partie de l'ordre de mission initial que Weyland-Yutani lui avait attribué. Bien sûr, un xénomorphe n'était sans doute pas prévu dans l'équation, mais Moreau a peut-être saisi l'occasion pour mener sa mission à son terme. Enfin, j'ai vu et lu que le crash du vaisseau aurait pu être orchestré par Weyland-Yutani pour nuire à Prodigy. Personnellement, je n'y crois pas trop, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le sujet. J'ai vu peu de commentaires sur cette question, pourtant elle est légitime. Combien de xénomorphes y a-t-il dans le Maginot ? Alors faisons les comptes. Un novomorphe dans un caisson, 6 au sous-sol, plusieurs facehuggers, au moins 4 ou 5, car ceux que l'on voit ici, on les revoit lorsque les enfants perdus inspectent le vaisseau. Et il y a également celui qui a été disséqué dans le laboratoire. Ensuite, nous avons les hôtes avec donc la jeune femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis son voisin qui a également été affecté. Il y a également cet individu qui porte tous les symptômes d'une fécondation, ce qui nous fait potentiellement 3 xénomorphes de taille adulte, car l'incident a eu lieu bien avant le crash. Concernant la classification du xénomorphe que l'on voit à l'écran, je pense qu'il pourrait être un drone. Ce type de spécimen a tendance à travailler seul, ils ont la tête lisse et tuent généralement leur proie au lieu de les capturer, ce qui correspond assez bien à celui auquel Joe a souvent affaire. Par contre, j'ai remarqué qu'il court et agit très rapidement en se servant de ses 4 pattes. Ça me rappelle le Xeno d'Alien 3 et dans ce cas il pourrait finalement s'agir d'un runner, et cela signifierait surtout qu'il provient d'un hôte animal et non humain. Je vous rappelle que les xénomorphes prennent des caractéristiques de leur hôte. Celui d'Alien 3 provenait d'un bœuf, d'où le fait qu'il était essentiellement quadrupède. Parmi les autres xénomorphes, on ne peut pas écarter la présence d'une reine. Cela expliquerait également leur grande agressivité, pour eux le vaisseau est par extension tout le building et leur territoire, qui plus est là où se trouve leur nid. D'ailleurs, on peut s'interroger sur la grande taille du facehugger dans le module.
Il pourrait s'agir d'un Royal Facehugger qui pond un embryon de reine et un autre de drone. Dans certains comics, il existe des cas de figure où un drone se transforme en reine s'il n'y en a pas. Dans ce cas, cela expliquerait la grande agressivité du xénomorphe et la façon dont elle bondit sur Joe pour protéger ses œufs. Autre possibilité, l'équipage les a tous transportés, d'où peut-être les reproches du technicien envers Moreau. We lost a lot of good men getting them. Dans le deuxième épisode d'Alien Earth, nous avons assisté au retour de la fameuse brume bleue qui flotte autour des ovomorphes. Ce n'est pas la première fois qu'on la voit. Dès Alien, en 1979, l'équipage du Nostromo tombe dessus. Et depuis, son rôle exact reste une énigme. On sait qu'un œuf peut garder son facehugger en stase pendant des années, jusqu'à ce qu'un hôte potentiel s'en approche. Et c'est là que la brume pourrait intervenir, comme un détecteur de mouvement. Elle capte la présence d'un intrus, le signale et sort le facehugger de son sommeil. D'autre part, la brume n'apparaît pas dans tous les projets Alien. Elle est présente dans le film original, Alien Romulus et donc Alien Earth. Leur point commun, à chaque fois le nid est sans surveillance. A l'inverse, dans Aliens ou Alien Résurrection, pas de brume bleue. Pourquoi ? Parce que le nid est en pleine activité. La reine pond, les drones ramènent des hôtes. Pas besoin de veille, tout tourne à plein régime. En revanche, on ignore encore comment la brume est produite. Certains pensent qu'elle est produite par les œufs, qu'il s'agit d'une xénobiotechnologie. Dans ce cas, cela pourrait raccorder les ponts avec les ingénieurs ou David, qui pourrait très bien avoir conçu cette technologie et peut-être même l'avoir intégrée dans l'ADN du xénomorphe. Le problème, c'est que Noah Hawley a déclaré qu'il ne souhaitait pas s'appuyer sur les événements de Prometheus et Alien Covenant. Attention, ça ne signifie pas que les deux préquels sont exclus du canon Alien, mais simplement qu'il n'abordera pas les origines du xénomorphe dans la série. Donc le mystère va probablement rester intact sur cette brume bleue qui fait tout de même parler d'elle depuis presque un demi-siècle. Vous vous souvenez probablement de la scène dans laquelle Moreau se fait tout d'abord arrêter par des soldats avant que le xénomorphe ne les massacre tous. Tous, sauf Moreau. On voit même un plan où le xéno s'approche lentement de sa tête avant de repartir en quête de soldats explosés. Mais pourquoi la créature ne l'a-t-elle pas tué ? C'est pas le manque de temps, après tout elle s'est farcie une dizaine de richoux en 10 secondes. Par contre, il y a une petite phrase prononcée quelques instants plus tôt qui m'a fait tiquer. Just stay calm, friend. They can sense fear. Not your friend. Ce qui suggère que les xénomorphes, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs, ressentent les émotions des êtres humains. Je ne vois donc que deux explications. Soit Moreau est bien plus cyborg qu'on ne le croit. On peut imaginer qu'il ait subi des interventions de Weyland Yutani pour lui retirer les glandes surrénales qui sont responsables de la production d'adrénaline. Il pourrait ainsi passer quasiment inaperçu face à un xéno. Autre possibilité, il porte en lui un embryon de xénomorphe, peut-être même celui d'une reine, comme Ripley dans Alien 3. Et si on faisait un point créature ? Elles ont à peu près toutes montré de quoi elles étaient capables, mis à part une qui semble être sagement restée dans son enclos. Commençons par T-Oculius. On savait qu'elle s'installait dans le globe oculaire de son hôte pour le contrôler et surtout qu'elle était capable de résoudre des problèmes complexes. Je vous renvoie à ma vidéo de présentation pour plus d'informations. Là, on a la démonstration de ses talents puisqu'elle a choisi comme appartement la boîte crânienne d'un petit matou. Le pauvre, il aura eu beaucoup moins de chance que Jonesy dans Alien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'on comprend comment elle voit grâce à quelques vues subjectives. Ici, par exemple, elle observe la scientifique, et surtout dans la même configuration, on voit le xénomorphe, ce qui signifie peut-être qu'il l'a aidé involontairement à s'échapper. Ensuite, nous avons quelques clichés qui la montrent en train de se loger dans un visage humain, donc le chat n'est pas sa première proie. Enfin, on voit qu'elle parvient à rassembler tous ses iris et pupilles en une seule, puis à les remettre en place à chaque fois qu'elle sort de son hôte. Concernant Diplôme bicarré, on commence à comprendre qu'il s'agit plutôt d'un animal, en tout cas si c'est une plante, elle a une part animale, c'est certain. Déjà parce que je ne vois pas comment elle a pu se déplacer de là à là sans marcher ou ramper. Et puis sa membrane suit vraiment bien les mouvements de l'enfant perdu, donc son mécanisme pour attraper ses proies n'est pas préconçu, il s'adapte selon la situation. La sorte de pistille géante que l'on voit pourrait être la fameuse toxine dont parle Joe lorsqu'il découvre la scientifique. Ce qui prouve bien qu'à un moment donné, elle s'est trouvée dans le laboratoire. On a aussi découvert les deux dernières espèces encore inconnues. Une en particulier, là, cette espèce de tique qui dispose d'un réservoir de 4 litres. Voilà, c'est bien dégueu, ça court partout. Franchement, je sais pas quelle bestiole est la pire. Et enfin, on a aussi cette espèce de mouche de hanneton géant.
Aucune idée, en tout cas, j'ai réussi à capter quelques images qui prouvent qu'elle a des ailes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais l'épisode 6 s'appelle The Fly, qui, comme vous le savez, se traduit par la mouche. Donc j'imagine qu'on aura peut-être plus d'informations à ce moment-là. Sans déconner, si on m'avait dit un jour qu'une série alien nous ferait voyager jusqu'au pays imaginaire, je l'aurais pas cru. Mais force est de constater que quoi, Alieners c'est en quelque sorte un Peter Pan R-rated ? Puisque oui, vous l'avez constaté, les références à Peter Pan sont partout. L'île laboratoire de Boy Cavalier s'appelle Neverland, le pays imaginaire donc, et d'ailleurs, comme les enfants Darling, on vole pour s'y rendre. Mais c'est loin d'être fini puisque déjà le trillionnaire s'appelle Boy, et c'est avec un Hello Boy que Wendy salue Peter pour la première fois. Et pour la dernière aussi. Hello, boy. Hello, Wendy. Marcy va finir par s'appeler Wendy, les autres candidats à l'hybridation vont tous prendre le surnom d'un enfant perdu. Et puis évidemment, nous avons le moment où Boy propose un tour de magie à Marcy avant de projeter le dessin animé Peter Pan au plafond. Le passage choisi n'est pas anodin puisque c'est celui où Peter emmène les enfants Darling au pays imaginaire. D'ailleurs, on aperçoit aussi l'ours en peluche, lancé par Michel, dont le logo de Prodigy s'inspire. Bon, du coup, on a bien compris que Boy joue à Peter Pan en offrant aux enfants malades un corps synthétique adulte, la vie éternelle, sans jamais avoir à grandir. Mais comme il le dit lui-même, c'est un tour de magie. Et derrière chaque tour de magie, il y a un truc. Alors, quand Wendy explique aux futurs enfants perdus que leur esprit est idéal pour la transition, car moins rigide que celui des adultes, c'est en partie vrai, mais je pense surtout que Boy Cavalier choisit les enfants parce qu'ils sont plus malléables et faciles à contrôler. Et ce contrôle, il le symbolise parfaitement par la lecture du soir qu'il fait à sa troupe d'hybrides. In the morning, the naughtinesses and evil passions with which you went to bed have been folded up small and placed at the bottom of your mind. Le roman, c'est bien sûr Peter Pan et Wendy de J.M. Barrie, publié en 1911. Une version originale bien plus sombre que le dessin animé Disney. Dans celui-ci, Peter Pan tue sans remords les pirates qui croisent sa route. D'ailleurs j'y pense mais Moreau, mais en fait c'est le capitaine Crochet avec son bras bionique. Bref, dans le roman, Peter Pan n'hésite pas également à faire disparaître ses propres enfants perdus s'ils ont le malheur de grandir. Enfin, il se montre profondément égocentrique, son aventure passant avant la vie des autres. Ah oui, d'un coup l'analogie devient un poil plus glaçante. En réalité, Boy Cavalier n'offre évidemment pas un paradis, mais un monde où les enfants, figés dans des corps d'adultes, sont condamnés à rester impuissants et dociles, et où ils sont devenus les propriétés de Prodigy. Pour renforcer ce sous-texte, on aperçoit la sculpture des 3 singes de la sagesse. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal, qui ici prend un sens littéral. Et évidemment qu'il n'en a rien à faire de sauver des enfants malades, comme l'espère Dame Sylvia. Ce qu'il souhaite à terme, c'est éliminer la mort, comme Peter Weyland l'avait souhaité en son temps. Il ne souhaite pas non plus discuter avec quelqu'un de plus intelligent que lui, mais simplement s'assurer que son esprit ne sera pas altéré par un corps synthétique. C'est pour cela qu'il donne autant de liberté à Wendy et qu'il lui offre 2 mentors, l'un synthétique qui assimile les êtres humains à de la nourriture, Used to be food, you know. et l'autre totalement humaine qui agit avec compassion. En gros, il lui laisse le choix, devenir aussi froid et logique que le synthétique, ou garder ses émotions et sa part d'humanité. Tout ça pour étudier son évolution d'un côté ou d'un autre. Il est simplement en phase expérimentale et les enfants sont des rats de laboratoire qui seront utilisés comme soldats au mieux, ou jetés à la poubelle au pire s'ils n'obtiennent pas les résultats escomptés. Bon, on a pu constater que les hybrides sont un peu l'équivalent des super-héros. D'ailleurs, je sais pas encore si j'aime cette idée ou non. Mais si on y réfléchit bien, dans la réalité, si un Elon Musk pouvait créer des hybrides avec des super-pouvoirs, évidemment qu'il le ferait. Donc les hybrides peuvent sauter de très haut, courir très vite, possèdent une force démesurée. Mais il semblerait que Wendy soit capable de réaliser certaines choses inattendues, comme manipuler les écrans et même les utiliser pour interagir avec quelqu'un. De même, elle entend des choses sur les lieux de l'accident, comme si elle était branchée sur une fréquence supplémentaire par rapport au commun des mortels. Bon, déjà, on vient de comprendre comment les xénomorphes communiquent entre eux à longue distance, pour moi ça ne fait aucun doute. Mais la vraie question c'est, pourquoi elle et pas les autres ? Eh ben la réponse selon moi c'est l'amour. Ouais, riez, je sais, c'est très bateau, mais la seule chose que Wendy possède en plus, c'est ce lien avec son frère. Les enfants perdus, eux, n'ont pas ce privilège et ne développent plus du tout leur conscience humaine.
Son lien émotionnel avec son frère l'aide à s'adapter naturellement au corps synthétique. Voilà, j'en ai terminé... Quoi, mais qu'est-ce que c'est encore? Ah oui, une dernière question. Est-ce que vous savez qui est ce type-là? Oui, lui avec son gros costume qui inspire rien de bon. Non, parce que j'imagine que si on le voit dans l'épisode 1, puis l'épisode 2, il sert forcément à quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il essaie de stériliser quelque chose. Et s'il sécurisait une pièce, et que derrière il y ait des choses pas nettes, des expériences qui ont mal tourné? Si vous aviez remarqué et si vous avez une idée sur la question, s'il vous plaît écrivez-le moi en commentaire, j'arrive plus à dormir tellement ça m'interpelle. Et puis profitez-en pour liker cette vidéo, à vous abonner et appuyer sur la clochette pour ne louper aucun autre contenu. Parlez de la chaîne aux copains, aux copines, à la famille et aux voisins. Et puis je vous dis à très vite sur Chroniques Fantastiques.